Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce séminaire en ligne où nous allons parler de la pollution environnementale par les plastiques. Mon nom est Cathy Devier, je suis professeure à la faculté des bio-ingénieurs à l'UC Louvain et je suis chercheuse au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology à l'UC Louvain également. Commençons tout d'abord par un voyage de quelques dizaines de milliers de kilomètres pour nous retrouver dans l'océan Pacifique Sud, plus précisément sur l'île d'Henderson. Cette île est située à plus de 5000 km de toute forme de civilisation. Ce petit paradis inhabité a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Elle abrite une faune marine très riche. On y trouve également une végétation luxuriante, comme vous pouvez le voir sur cette photo, et elle est particulièrement remarquable pour ses 10 espèces de plantes et ses 4 espèces d'oiseaux terrestres endémiques. Malheureusement, aujourd'hui, voilà ce qu'on découvre lorsqu'on arpente les plages de cette île inhabitée. En une trentaine d'années, l'île est devenue un véritable piège pour les déchets plastiques en raison de sa position au niveau du gir océanique. Le gir, c'est ce courant marin giratoire qui, à la manière en fait d'un tapis roulant, y déverse une accumulation de débris en plastique sans discontinuer. Résultat des courses, ce joyau souffre d'une des plus importantes concentrations de déchets plastiques au monde. Des scientifiques y ont recensé jusqu'à 700 morceaux de plastique au mètre carré. C'est en fait la densité de plastique la plus élevée au monde, alors que je vous rappelle, cette île est complètement inhabitée et se trouve à des milliers de kilomètres de toute forme d'habitation ou de civilisation. On estime à plus de 37 millions de morceaux de plastique sur l'île, donc plus de 17 tonnes, et ça c'est sans compter les microplastiques. On peut voir ici une tortue enchevêtrée dans des filets de pêche et un Bernard l'ermite qui a en fait sa maison non plus à partir d'un coquillage mais à partir d'un bouchon de bouteille. Tous les plastiques qui se retrouvent dans les océans ne restent pas uniquement à la surface. En fait, ça va être fonction de leur densité qui peut varier. Certains se mettent à couler et peuvent atteindre les grands fonds marins. De manière tout aussi exotique, on a retrouvé du plastique à un autre endroit de la planète, à savoir dans la fosse des Mariannes, qui est, si vous le savez peut-être, la zone océanique la plus profonde connue à ce jour, à presque 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Les grands fonds marins sont encore très peu explorés et très peu connus, alors qu'ils représentent la majeure partie des habitats de notre planète. On connaît en fait mieux la surface de la Lune que les grands fonds marins. Pourtant, des études montrent qu'ils abritent une vie foisonnante, avec des êtres vivants tout à fait étonnants. Alors qu'on découvre à peine ces environnements uniques, on constate qu'ils sont déjà affectés par la pollution marine, dont la pollution par les plastiques. Il y a quelque temps, il y a des submersibles en fait qui sont allés explorer la fosse des Mariannes, donc à près de 11 000 mètres de profondeur. Donc ce sont des petits sous-marins ici dans lesquels vous pouvez mettre 1, 2, maximum 3 personnes et donc ils peuvent plonger très profondément. Et donc voici ce que ce submersible a découvert sous sa route lorsqu'il arrivait donc ici carrément dans le fond de la fosse des Mariannes. Et donc, on peut y voir des différents types de poissons, mais ils ont découvert également un sac plastique. En fait, le plastique, qu'est-ce que c'est ? À la base du plastique, on trouve un polymère. Donc, un polymère, c'est une macromolécule qui est constituée d'un grand nombre de monomères, un peu comme un train ou un collier de perles. Les matières premières qui sont utilisées pour réaliser donc ces plastiques, ces polymères, proviennent du pétrole, du gaz naturel ou encore du charbon. Chaque polymère de plastique présente des propriétés, une structure et une taille qui lui sont tout à fait propres. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans le plastique, vous n'avez pas que le polymère, donc que la résine, vous avez également des additifs qui peuvent être rajoutés au plastique et qui peuvent lui conférer des propriétés. Par exemple, les phtalates, ce sont des plastifiants qu'on peut rajouter à certains types de plastique et qui vont donner une certaine flexibilité au plastique.
Les tuyaux d'arrosage, les réseaux de douche par exemple contiennent des phtalates qui les rendent flexibles. On voit ici un plastique de polyéthylène, donc c'est un polymère d'éthylène, donc ça c'est le monomère, donc c'est la petite perle ou le petit wagon qui va servir donc à former ce plastique de polyéthylène, ce polymère de polyéthylène donc qui contient un nombre n de monomères. Depuis le début de leur fabrication à grande échelle, qui commence au début des années 1950, la production globale de plastique a en fait augmenté de manière exponentielle, comme on peut le voir ici sur ce graphique, en orange avec la production mondiale, en bleu avec la production européenne. Donc elle est passée en fait de 1,7 million de tonnes en 1954 à 311 millions de tonnes en 2014 et aujourd'hui elle dépasse les 320 millions de tonnes par an. Les plastiques occupent en effet de nombreux rôles dans notre quotidien, il suffit de regarder autour de nous. Alors vous pouvez le voir sur ce petit graphique que les emballages occupent la majeure partie de cette production annuelle. Et nombre d'entre eux sont en fait des emballages jetables ou d'autres qui sont à durée de vie courte et qui sont souvent jetés dans l'année qui suit leur fabrication. On estime à 40% la partie dédiée aux emballages à usage unique. Donc la gestion des déchets représente bien sûr un facteur important qui va dicter la quantité de plastique qui va se retrouver dans l'environnement. Donc le recyclage des plastiques va varier fortement d'une région européenne, d'une région du monde à l'autre, mais aussi au sein de l'Union européenne. Alors après le packaging, donc les emballages, on a aussi les matériaux de construction, le secteur automobile, tous les équipements électriques, électroniques, l'agriculture. Et alors ce qu'ils ont placé ici dans autres, ça va être par exemple les équipements pour le sport, le domaine médical, des choses aussi des équipements et des installations qu'on peut retrouver à l'intérieur des maisons. Si on voit ici sur cette dia, on voit que dans notre quotidien, en fait, nous sommes entourés de matières plastiques au quotidien. On voit ça avec les poupées, le matelas sur lequel les enfants jouent, la vaisselle qui peut passer au micro-ondes, le sol qui peut être en vinyle, les boîtes dans lesquelles on stocke les aliments qui peuvent être en polypropylène. Ici, une barquette d'aliments prête à être réchauffée dans aussi une barquette en plastique. Les bouteilles peuvent être en plastique, les verres peuvent être en plastique. C'est chaque fois des polymères différents, mais c'est du plastique. La mousse des sofas, par exemple, peut également être en plastique, du polyuréthane. Pareil pour certains matelas. Donc on est entouré de plastique, même sur nous, si on porte des vêtements en fibres synthétiques, eh bien c'est également des microfibres à base donc de polymères issus du pétrole. On estime à environ 5 millions de tonnes la quantité de plastique qui rejoignent les océans chaque année. Les origines peuvent être diverses et variées, ça peut être dû à des décharges qui sont mal gérées dans des régions côtières, ça peut être le transport de plastique via les rivières, des débris qui sont emportés par le vent, des activités côtières récréatives, à cela s'ajoutent les pêcheries, les navires de marchandises, de croisière. L'aquaculture aussi contribue à l'apport de plastique. Donc on estime qu'un total de 250 millions de tonnes se seront accumulées dans les océans d'ici à 2025. Un des gros problèmes avec les plastiques, vous le savez sans doute déjà, c'est le fait qu'ils se dégradent de manière extrêmement lente et faible dans l'environnement. Donc une fois qu'ils arrivent dans l'environnement, ils sont là pour des centaines d'années, comme vous pouvez le voir ici avec le filet de pêche dont la dégradation est estimée à 600 ans, la bouteille en plastique qui va avoir besoin de plus de 450 ans pour se dégrader. Et ici, les sacs plastiques qui vont avoir besoin de plus de 20 ans et encore, ça va sans doute se dégrader en petits morceaux de plastique, ça ne va pas tout à fait disparaître. Alors, il y a ce qu'on appelle les macroplastiques qui peuvent causer
donc des plastiques de grande taille, qui peuvent causer différents problèmes pour la faune sauvage, notamment des dommages mécaniques, tels que l'enchevêtrement dans des filets de pêche, comme on peut le voir ici, ces mammifères marins ou ces tortues, dans des filets de pêche donc en nylon, hein, donc c'est aussi du plastique. Ça peut occasionner des blessures importantes, comme on peut le voir ici, ce phoque commun ici qui a été retrouvé en mer du Nord et donc qui a pu être heureusement sauvé. Et en fait, il était complètement enchevêtré dans un filet de pêche qui avait d'ailleurs entaillé une partie de son cou ici. Et donc heureusement, l'animal a pu être sauvé, soigné et il a pu ensuite être relâché dans son environnement naturel. Ça peut aussi occasionner des problèmes au niveau de la capacité de nage et de plongée des animaux. Une étude a montré que les dépenses énergétiques, par exemple d'otaries à fourrure, pouvaient ainsi être augmentées d'un facteur 4, ce qui signifie qu'il leur faudra dépenser 4 fois plus d'énergie pour capturer leur proie. On peut évidemment aisément imaginer cela quand on regarde ici ces lions de mer ou ces tortues marines. Certains animaux peuvent également ingérer des plastiques, les confondant parfois avec leur proie, comme les sacs plastiques qui sont confondus avec les méduses pour les tortues marines qui mangent en fait des méduses. Et donc là, elles confondent parfois les sacs plastiques avec leur proie naturelle. Ça peut occasionner des obstructions au niveau digestif. Les oiseaux marins sont également concernés. On retrouve du plastique dans plus de la moitié des estomacs des albatros par exemple et des pétrels. Et ces plastiques peuvent y rester coincés pendant des semaines, voire des mois. Les plastiques qui dérivent peuvent aussi représenter un support pour différents types d'invertébrés, comme vous pouvez le voir ici sur cette bouteille. Et donc, ici fixe, comme ici serait fixé sur un rocher. À la différence que le plastique, contrairement au rocher, il va dériver, parfois sur de longues distances, et emporter ces espèces dans des régions qui peuvent être situées tout à fait en dehors de leur habitat naturel. Les plastiques contribuent ainsi à la dissémination d'espèces potentiellement envahissantes. En fonction de leur composition, certains plastiques vont flotter ou bien directement couler. Ça va vraiment dépendre de leur composition au départ. Leurs propriétés vont également être modifiées dans l'environnement, notamment parce qu'il peut y avoir un biofilm de micro-organismes qui peut se développer à leur surface et modifier par exemple leur densité. Et des plastiques qui flottaient à la base vont ainsi se retrouver au fond des océans. Avec l'action mécanique du vent, des vagues, des rayons du soleil, les macroplastiques vont petit à petit être réduits en morceaux de plus en plus petite taille pour devenir finalement des microplastiques qui sont des plastiques en fait de moins de 5 mm. Donc tout ce qui est plus petit que 5 mm, on le classe dans les microplastiques. Donc ces microplastiques qui proviennent de la fragmentation de macroplastiques sont appelés les microplastiques secondaires. Ce ne sont pas les seuls à polluer les océans. Il y a aussi une autre source de microplastiques. Ce sont les microplastiques dits primaires, c'est-à-dire des microplastiques qui pénètrent dans l'environnement déjà sous la forme de tout petits morceaux de plastique. Il y a différentes sources en fait de microplastiques primaires dans l'environnement. Ici, je vous montre quelques exemples. Le gazon artificiel, des peintures, par exemple, de route, des cosmétiques. Il faut savoir qu'il y a plein de microplastiques qu'on peut trouver dans les cosmétiques. Ça peut aller du dentifrice jusqu'à certaines crèmes. Il y a également ici des microfibres qu'on peut retrouver dans les vêtements synthétiques. Et ici, on peut trouver les microplastiques provenant de l'usure des pneus. Ici, en fait, c'est une image au microscope. Alors, ça, on n'y penserait pas à première vue, mais il s'agit de dentifrice. C'est du dentifrice qui est regardé au microscope. On peut y voir, en fait, des microparticules de polyéthylène, donc qui est un polymère de plastique. Et on peut voir aussi dans la composition de ce dentifrice qu'on retrouve bel et bien, effectivement, du polyéthylène qui est un plastique.
Donc ça, à quoi ça sert exactement? Bon, mais c'est sans doute pour venir un petit peu avoir une action abrasive au niveau des dents et donc les laver de manière plus performante. Ces microplastiques présents dans les cosmétiques vont se retrouver ensuite dans les eaux usées, parce que le dentifrice, on le crache dans le lavabo et puis ça part après, ça part à l'égout. Il y a une étude qui avait évalué que si chaque Européen qui utilise en moyenne 2 grammes de dentifrice par jour, en posant l'hypothèse que ce dentifrice contient 5% de plastique, ça équivaut à 74 000 kilos de plastique qui partent chaque jour à l'évier. Il y a également les microfibres de textiles synthétiques. Donc voilà, ici par exemple on a un polar, mais si vous portez des vêtements en coton, en laine, en chanvre ou en lin, donc ça c'est naturel. Mais tout le reste en fait de nos vêtements, ce sont des fibres synthétiques, donc qui sont également faites à partir de pétrole. Donc ce sont des microfibres, c'est du plastique également. Donc le problème, c'est que chaque fois qu'on lave notre linge, eh bien nous envoyons des milliers, voire des millions de microfibres dans les eaux usées. Alors il faut savoir que les stations d'épuration vont en retenir une grosse partie, mais il y a quand même énormément de microplastiques qui ne sont pas retenus au niveau des stations d'épuration et qui partent alors bel et bien dans l'environnement. Une étude a évalué entre 15 000 et 4 millions et demi de particules de microplastiques qui sont libérées dans l'environnement par station d'épuration. Alors, une fois dans les rivières et puis plus tard dans les mers et les océans, ces microplastiques peuvent être ingérés par des organismes aquatiques et s'accumuler, comme on le voit sur ce dessin, dans les chaînes trophiques. Alors, on peut se poser la question, en tant qu'humains, sommes-nous exposés à l'ingestion de microplastiques? Alors, on peut se dire, mais tiens, est-ce que si je mange du poisson, est-ce que je mange du plastique, hein? Comme on voit sur la blague ici, est-ce que je peux avoir un sac en plastique? Mais il est déjà à l'intérieur du poisson. Alors, les poissons contiennent effectivement des microplastiques, en tout cas dans leur système digestif, ça c'est clair et net. Donc un prédateur tel qu'un mammifère marin, un oiseau marin ou un requin ou autre, qui va avaler un poisson entier, va clairement ingérer par la même occasion des microplastiques. Par contre, nous n'allons pas consommer le poisson entier, nous consommons en général uniquement le filet, c'est-à-dire le muscle. Alors, si on sait que de toutes petites particules de microplastiques peuvent s'accumuler dans les cellules intestinales des poissons, de même que dans le foie, il n'est à l'heure actuelle pas évident de savoir si des microplastiques peuvent atteindre d'autres tissus tels que les muscles. Si c'est le cas, ce sera probablement sous la forme alors de nanoplastiques. Maintenant, nous ne consommons pas que des poissons. Nous consommons aussi, en tout cas si on aime ça, d'autres organismes aquatiques tels que des moules. Et là, dans ce cas-là, on ingère la totalité de l'animal. Des scientifiques de l'université de Gand, ici en Belgique, ont collecté en fait des moules de la mer du Nord destinés à l'alimentation humaine et les ont ramenés au laboratoire. Ils ont digéré les tissus avec de l'acide et ils ont observé au microscope. Et en fait, ils ont pu y découvrir des microplastiques. Vous avez ici une microparticule, ici une autre. En moyenne, les scientifiques ont trouvé une particule de plastique par gramme de tissu chez les moules, donc au sein des moules de la mer du Nord. Ce qui signifie en fait, comme c'est résumé ici, qu'une personne qui mange une casserole de moules, je ne sais pas si vous êtes friand de moules ou pas, mais qui mange une casserole de moules de la mer du Nord, eh bien, ingérera environ 300 microparticules de plastique. Alors, parfois, on a l'impression qu'on mord sur des petits grains de sable quand on mange des moules, mais il faut savoir que ce ne sera pas uniquement des petits grains de sable, donc dans certains cas, ça peut être des petites particules de plastique. Alors, la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toxique pour nous, cette ingestion de microplastiques? Quel va être leur devenir? Si vous êtes un peu familier avec le tube digestif, on a, une fois qu'on va avaler, donc ça va passer dans l'œsophage, ça va se retrouver dans l'estomac, et puis de l'estomac, ça va partir dans le duodénum, et puis ça va voyager au niveau de l'intestin grêle,
où on va trouver des cellules absorbantes qui sont les entérocytes. On a également des cellules qui sont liées au système immunitaire qu'on appelle les cellules M. Et les microplastiques donc qui auront voyagé au travers du tube digestif, lorsqu'ils arrivent à l'intestin grêle et s'ils sont suffisamment petits, ils peuvent notamment être absorbés par ces cellules M de la barrière intestinale et se retrouver ensuite au niveau du système circulatoire. Alors, les microplastiques peuvent localement, donc au niveau des cellules dans lesquelles ils ont pénétré, occasionner des stress oxydatifs et aussi de l'inflammation. Le problème aussi d'ingérer des microplastiques, c'est qu'ils peuvent contenir toute une série de molécules potentiellement toxiques qui pourront être libérées dans les fluides digestifs lors de la digestion et absorbées par l'organisme. Alors, c'est quoi ces molécules? Donc ici, on a notre microplastique et en fait, dans l'environnement, notamment dans les océans, il n'y a pas que des plastiques malheureusement, il y a aussi d'autres formes de pollution et on a notamment toute une série de polluants ici qu'on appelle les polluants environnementaux. On trouve des métaux lourds, des PCB, des retardateurs de flammes, des pesticides. Ces molécules issues des activités humaines sont en fait malheureusement très stables dans l'environnement. Ils ont contaminé l'ensemble des écosystèmes aquatiques. Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart n'aiment pas trop l'eau et ils vont avoir tendance à s'absorber sur tout ce qu'ils trouvent. Ça peut être des sédiments, mais ça peut aussi être des particules de plastique. Alors, je dis bien adsorber avec un D et non un B comme absorber. Donc, c'est un peu comme si ces polluants venaient se coller à la surface des microparticules de plastique. Une étude a montré en fait que la concentration de ces polluants à la surface des microplastiques est 1 million de fois plus élevée que dans l'eau de mer avoisinante. Et donc après, de nouveau, ça peut passer, ça peut être ingéré et se retrouver dans les chaînes trophiques. Donc voilà ici notre microparticule de plastique qui contient donc à sa surface tous ces polluants environnementaux donc qui sont venus ici un petit peu se coller. Alors, comme je l'ai expliqué au début, les plastiques sont formés donc, de la résine, du polymère de base, auquel différents additifs peuvent être rajoutés. Ces additifs ne sont pas liés de manière covalente à la structure, à la résine, et peuvent donc la quitter dans des conditions particulières. Qu'est-ce qu'on trouve comme additifs? On a notamment du bisphénol A, des phtalates, donc comme je le disais tout à l'heure, qui sont des plastifiants, des retardateurs de flamme. Donc voilà, ça ce sont tous les additifs qui se trouvent à l'intérieur du plastique. Donc on a des molécules à l'intérieur du plastique et on a d'autres molécules au niveau du pourtour du microplastique. Alors, qu'on soit un humain ou un oiseau, peu importe, lorsqu'on ingère des plastiques, si on est un humain qui vient de manger des moules ou un oiseau là qui vient de manger une proie ou qui a peut-être ingéré directement des particules de plastique, ces particules de plastique donc vont se retrouver dans son tube digestif et comme je le disais, chez certains oiseaux marins, ils peuvent rester des semaines voire des mois dans l'estomac et avec les conditions particulières donc la présence de nourriture, la chaleur, les enzymes digestives, l'acidité, eh bien, toutes ces molécules qui se retrouvaient soit à la surface des particules de plastique, soit un petit peu plus à l'intérieur des particules de plastique, eh bien, vont pouvoir être libérées dans les fluides digestifs et continuer la suite de la route, on va dire, et être très efficacement, parce que ça on le sait, elles sont très efficacement absorbées par l'intestin grêle et vont se retrouver dans l'organisme. Alors, le problème donc c'est que ces molécules donc, sont très efficacement absorbées par l'organisme et sont connues pour leurs effets toxiques, notamment ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas la particule de plastique elle-même qui est absorbée, mais c'est les molécules qu'on trouvait soit à la surface, soit à l'intérieur et qui ont quitté la matrice pendant la digestion. Alors, je vous avais dit dans le titre qu'on allait aussi évoquer des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour cet énorme problème? Donc,
il faut savoir à l'heure actuelle que différents acteurs se mobilisent pour tenter de nettoyer, notamment de nettoyer les océans. Vous avez peut-être entendu parler du projet Ocean Cleanup de Boyan Slat, qui est donc un jeune néerlandais qui a monté tout un projet, mais d'une envergure vraiment énorme, qui avait pour but de nettoyer dans un premier temps le continent de plastique qui s'est accumulé dans le Pacifique, de nouveau dû à ces gyres océaniques qui rassemblent quelque part. C'est pas vraiment un continent qui est émergé, mais ce sont des zones dans le Pacifique où la concentration en plastique est particulièrement importante. Alors, le principe de ce nettoyage, donc ce n'est pas nécessairement de commencer à amener des bateaux et de tout nettoyer parce qu'il y a tellement à faire, donc ce serait évidemment très énergivore. Donc le principe en fait, c'est un système passif en fait qu'on déploie à différents endroits de l'océan Pacifique. Et donc ce système consiste en un flotteur auquel est attachée une sorte de jupe. Donc ici c'est une vue d'en haut, donc vous devez vous imaginer comme si c'était un petit drone qui prenait une photo. Et donc en dessous de ce flotteur, vous avez une espèce de jupe donc qui pend de manière verticale en dessous de la surface de l'eau. Alors le système dérive au gré du vent, au gré des vagues et des courants, tout comme les plastiques d'ailleurs, qui dérivent également au gré du vent, des vagues et des courants. Pour que le système fonctionne, il faut qu'il dérive moins vite que les plastiques afin de pouvoir capturer les plastiques dans cette sorte de petite jupe donc, qui se trouve en dessous du flotteur. Donc ils ont ici mis un espèce de système d'ancrage ici qui va quelque part ralentir le système et qui va faire que petit à petit les plastiques vont être capturés dans le système et donc au bout de X semaines un bateau pourra venir rechercher les détritus qui seront ensuite emportés. Donc ce projet d'Ocean Cleanup est très ambitieux. Ils espèrent ainsi nettoyer 50% du continent de plastique en seulement 5 ans. Maintenant, évidemment, ça ne va pouvoir évidemment être utile que pour les plastiques flottants, pas du tout pour les microplastiques. Mais enfin, bon, bien sûr, c'est déjà ça, même s'ils ne nettoient qu'une partie de la pollution océanique, bien sûr, c'est déjà en soi quelque chose d'extrêmement utile. Maintenant, au début, ils ont quand même eu beaucoup de déboires, donc ils ont dû réajuster chaque fois leur système. Et donc voilà, les derniers ajustements, donc ici, c'était notamment le fait d'avoir ce système d'ancrage qui permettait de ralentir la dérive du système et donc de permettre vraiment la capture efficace des plastiques. Il ne faut pas nécessairement aller très loin pour trouver des initiatives de nettoyage. Par exemple, ici en Belgique, il y a une Belge, donc Anne-Laure Furnel de la SBL AR Aquaterra, qui, avec son compagnon, se mobilise depuis des années pour nettoyer nos rivières, dont ils ont déjà extrait des tonnes de déchets. Maintenant, sur la petite île d'Henderson dont je parlais au début, il y a également toute une équipe de chercheurs qui a passé des semaines là-bas. Ils ont enlevé des tonnes et des tonnes de déchets plastiques. Donc, ils avaient complètement nettoyé l'île et un bateau était venu rechercher donc ces tonnes de plastique pour les emporter. Et les chercheurs, en fait, ont pu malheureusement constater en temps réel une arrivée de nouveaux plastiques, donc à cause du gire océanique, donc comme je vous le disais, qui amène ça à la façon d'un tapis roulant. En quelques heures, il y avait de nouveau plein de nouveaux plastiques qui arrivaient sur la plage. Et donc ces chercheurs ont vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant il faut absolument couper le robinet à la source. Donc il faut diminuer drastiquement notre consommation de plastique. Alors, comment on peut faire? Donc, il faut savoir que, par exemple, au niveau de l'Union européenne, la législation est en train de changer petit à petit. Donc, certains plastiques à usage unique vont être interdits dans l'Union européenne. Donc, par exemple, ça va être les cotons-tiges. Ça, c'est vraiment une plaie totale. On en retrouve énormément sur les plages, etc. On ne s'en doute pas, mais c'était à un moment donné l'item de plastique qu'on retrouvait le plus. Les pailles aussi, typiquement, la vaisselle jetable en plastique. Donc tout ça va être interdit.
Depuis 2019, par exemple en Belgique, la législation interdit la présence de microbilles de plastique dans les dentifrices, donc vous ne trouverez plus de microbilles de plastique dans les dentifrices, c'est un phénomène récent, mais voilà, ni dans les cosmétiques, donc par exemple pour faire des gommages ou des choses au niveau du visage. Qu'on rince ensuite à l'évier, donc c'est les rinse off comme on dit en anglais, donc ça c'est également interdit. Alors, bien sûr, pour couper aussi ce robinet à la source, le recyclage est également quelque chose d'extrêmement important, surtout quand on pense aux emballages et au fait qu'ils représentent le plus gros secteur de production de plastique. Alors, on voit de plus en plus fleurir aussi ce qu'on appelle les bioplastiques. Alors, est-ce que c'est la solution pour le futur? Voyons déjà ce que c'est qu'un bioplastique. Donc un bioplastique, c'est quoi? Alors ça peut être ce qu'on appelle un plastique biosourcé, c'est-à-dire que la matière première vient de la biomasse et non du pétrole. Donc ça peut être à partir de maïs, de betterave, de blé, de canne à sucre, de pommes de terre. Alors, un bioplastique peut également être biodégradable, donc c'est-à-dire qu'il peut être dégradé par des micro-organismes en éléments simples dans des conditions données qui sont en général des conditions de compostage industriel. Dans les plastiques biodégradables, on peut trouver des plastiques biosourcés, comme ici, vous voyez ici, donc ceux-là sont biodégradables et biosourcés. Mais on peut également trouver des plastiques donc à base de pétrole, donc pétrosourcés, qui sont pourtant biodégradables. Comme vous pouvez trouver des plastiques biosourcés qui ne sont pas biodégradables, donc on peut trouver en fait des biopolypropylènes, des biopolyéthylènes, donc ça revient au même en fait. Enfin, la structure va être la même qu'un plastique pétrosourcé, donc ici, pétrosourcé, et donc du polypropylène, du polyéthylène. Donc il ne va pas mieux se dégrader. Ce qui est mieux, c'est qu'il est biosourcé, évidemment. Donc il est produit à partir d'une ressource qui est renouvelable. Mais sinon, il ne va pas mieux se dégrader dans l'environnement que s'il avait été produit à partir de pétrole. Il faut faire attention avec le terme biodégradable. Ça ne signifie pas nécessairement qu'ils vont être dégradés rapidement s'ils se retrouvent en pleine nature, dans l'eau ou dans les sols. Ce sont en général des biodégradations qui sont efficaces sous certaines conditions. Par contre, dans le milieu naturel, cette dégradation peut être extrêmement lente. Alors, il faut faire attention aussi à l'usage qu'on peut en faire. Donc, remplacer par exemple de la vaisselle à usage unique à partir de plastique pétrosourcé par de l'autre vaisselle à usage unique à partir de plastique biosourcé n'est pas nécessairement une solution. Donc par exemple, une vaisselle en acide polylactique ne va pas se dégrader facilement du tout si elle se retrouve dans le sol ou dans l'eau ou dans un compost ménager. Donc il faut faire attention avec les bioplastiques et donc on peut les considérer comme écologiques mais à plusieurs conditions. Donc il faut être sûr qu'il n'existe pas d'autres alternatives, donc par exemple du réemploi d'autres matériaux. Donc est-ce qu'on est vraiment obligé de travailler avec du plastique? Il faut être sûr qu'ils ne soient pas fabriqués à partir de ressources fossiles, parce que je vous disais, on peut avoir des bioplastiques mais qui sont pétrosourcés. Mais si à partir du moment où ils sont biodégradables, ils sont considérés comme bioplastiques. Il faudrait qu'ils soient donc fabriqués à 100% à partir de polymères biosourcés, sans aucune substance synthétique, donc on n'y rajoute pas d'additifs synthétiques. Le rythme de production doit être en accord avec le rythme de régénération de la matière. Il ne faut pas non plus que ce bioplastique soit en concurrence avec une terre agricole, par exemple, qui serait destinée à l'alimentation. Il ne faut pas non plus qu'il transforme une surface utile par ailleurs, qu'on enlève des endroits où la biodiversité est luxuriante pour les transformer en champs sur lesquels on va faire grandir du maïs pour en faire des bioplastiques. Il
faudrait qu'il soit produit le plus localement possible, avec des ressources locales, renouvelables. Et alors, tout à fait idéalement, mais à l'heure actuelle, c'est encore très faible malheureusement, mais c'est en train de progresser, il faudrait qu'il soit produit à partir de ressources qu'il ne faut pas extraire, en profitant plutôt des ressources existantes, comme des déchets agricoles par exemple. Ça, ce serait vraiment idéal, ou un surplus inutilisé. Mais il ne faudrait pas qu'on installe des champs uniquement à destination de fournir de la matière première pour réaliser des bioplastiques. Donc il faudrait aussi qu'il soit bien sûr biodégradable, garanti d'une décomposition complète en dioxyde de carbone, en biomasse, en eau, dans un délai suffisamment court pour que ces plastiques ne soient pas nocifs pour la vie marine par exemple, et qui ne conduisent pas à une accumulation de plastique dans l'environnement. Donc, en conclusion, pour construire demain, le challenge, ça va vraiment être de réduire la dépendance de la société au plastique inutile et principalement, bien sûr, au plastique pétrosourcé. Le recyclage est également un challenge extrêmement important. Il faut essayer de bannir le plastique à usage unique, ou alors il faut absolument pouvoir le recycler. Alors, ne négligeons certainement pas l'impact que peuvent avoir nos petites actions au quotidien, des choix qu'on ferait par rapport à l'utilisation ou non des plastiques. Dans certains cas, on ne peut pas se passer du plastique, on est bien d'accord, il nous rend toute une série de services. Mais dans d'autres cas, justement ce plastique inutile, eh bien, essayons dans notre vie de tous les jours de nous en passer un maximum. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation dans cette semaine du Printemps des sciences. À bientôt!